Eh bien, nous continuons ce petit exposé sur l'armée de Louis XIV. Il nous restait à voir les questions techniques pour passer ensuite à la marine, à la diplomatie. Alors, les questions techniques, oui, l'armée est en train d'évoluer, ça n'est plus une armée de soldats improvisés, mais ce sont des hommes disciplinés, des hommes qui sont en quelque sorte devenus des professionnels. La prééminence donnée dans la guerre va être, et ça c'est tout à fait, on pourrait dire peut-être, accidentel, une prédominance donnée à la guerre de fortification, de siège et donc d'usure. Fortification, siège, il s'agit de défendre Paris aux frontières, il s'agit de prendre les citadelles de l'ennemi et détruire de cette manière son potentiel militaire, mais aussi économique. Bien sûr, c'est un choix qui a été fait parce que la disparition de Turenne, c'est la disparition du cavalier, de l'homme de la guerre de mouvement. Mais Louis XIV a la ressource d'un deuxième personnage exceptionnel, il s'agit de Vauban. Et Vauban, c'est l'ingénieur, c'est la guerre technique. Vauban, c'est l'homme de Louvois, c'est l'homme de Mazarin. Mazarin a découvert Vauban lorsque les armées royales combattaient les armées des frondeurs. Et Vauban a été enrôlé tout d'abord chez les frondeurs. Sa capture et ensuite son retournement au service de Mazarin et au service de Louis XIV font partie des grandes réussites, on pourrait dire, de Mazarin, de Louis XIV. Donc, c'est un peu accidentellement que la stratégie, la tactique militaire s'oriente dans ce sens des fortifications et donc de la puissance de feu, de l'artillerie. Vauban va être commissaire général des fortifications en 1677. Il est né en 1633, il meurt en 1707. Il est lieutenant général de l'armée en 1688. Vauban apparaît comme un soldat très humain, avare du sang de ses hommes. C'est la technique qui sera au service de cette volonté, on pourrait dire, humaniste. Il ne débute pas à partir de zéro. Le corps des ingénieurs du roi est en gestation, on peut dire, depuis les règlements de Sully en 1604 sur les ingénieurs. Sully, qui était commissaire général à l'artillerie, a fait en sorte d'attacher les ingénieurs à un territoire, les œuvres étant soumises, les œuvres des ingénieurs, étant soumises aux entrepreneurs et aux officiers, donc, dont dépendaient alors les ingénieurs du roi. En 1643, les ingénieurs sont soumis aux intendants par décision du secrétariat d'État à la guerre. C'est d'ailleurs une évolution assez naturelle que les ingénieurs dépendent directement du gouvernement royal. En 1666 a été fondé le commissariat général aux fortifications. Il y aura
une annexe en juillet 1691, le département des fortifications des places de terre ou de mer. C'est le Pelletier de Souzy qui va être le directeur à ce moment-là de ce département de fortification des places de terre ou de mer. L'idée directrice, c'était de limiter les places fortes sous un prétexte financier. Ça coûte cher, les garnisons, l'entretien des immeubles. Donc, limiter les places fortes, démanteler les châteaux à l'intérieur des terres et créer une ceinture de fer autour de la France le long des frontières. Ce démantèlement des châteaux, commencé sous Richelieu, c'est aussi une manière de supprimer la féodalité, les restes de féodalité, l'indépendance des pouvoirs seigneuriaux et des pouvoirs protestants. Limiter les places fortes et les intégrer donc dans cette ligne générale de verrou établi aux frontières. C'est une tradition donc très ancienne que les lignes de défense, les lignes fortifiées, et qui connaîtront jusqu'au milieu du XXe siècle, avec la fameuse ligne Maginot, une grande prospérité. Alors les ingénieurs, dans ce commissariat général de fortification, devenu département des fortifications, il y a deux catégories, il y a les combattants, ceux qui sont donc chargés des tranchées, officiers de l'armée, et donc toutes tous les aménagements qui concernent les assiégeants. Et puis vous avez les bâtisseurs, ceux qui s'occupent des places, qui ont fait des études souvent hydrauliques, architecturales, et qui vont s'occuper des grands chantiers royaux. Ces deux catégories subsistent durant tout le XVIIe siècle jusqu'en 1698. Puis il y a une fusion entre ces deux types d'ingénieurs et on en profite pour mettre sur pied une hiérarchie en 3 degrés. Les villes fortes, il y en a 33, les chefferies et les ingénieurs. Pour entrer dans les ingénieurs du roi, il faut passer un examen. Une fois recruté, on reçoit une formation. Les meilleurs remplaceront les ingénieurs vacants. Les autres seront versés comme officiers dans l'infanterie. 2 ans de service, puis incorporation dans le corps des ingénieurs. On obtient un brevet. En fin de carrière, on est mis à la réforme. En 1699, on dénombre 385 incorporés. En 1715, 123 sont morts au service de la France. En plus de ce corps des ingénieurs, existe un corps de l'artillerie. Montecuccoli parle de la machine principale de l'armée. Ce corps de l'artillerie, fondé en 1670, va développer une puissance de feu importante.
c'est l'évolution générale, l'artillerie, bien sûr, mais aussi l'infanterie, le soldat de base, et maintenant nanti d'armes de feu qu'on pourrait appeler à tir rapide. Après 1689, on invente la cartouche. Donc le fusil est à un coup. Pour armer le fusil, il fallait mettre la balle, la bourre, la poudre, tasser le tout, mettre pour terminer un autre bouchon, une amorce, armer le chien, et ensuite on était prêt à tirer. Et on avait eu le temps de se faire tuer 10 fois. La cartouche permet un coup par minute. Et c'est donc une puissance de feu accrue, et donc toutes les chances d'avoir des batailles plus sanglantes. Il en est de même pour l'artillerie, qu'elle soit navale ou qu'elle soit terrestre. Avec la fin du XVIIe siècle, on entre donc vraiment dans une armée où la technique devient prépondérante. Il y a la valeur, il y a le courage des soldats, il y a la chance, toujours, le service de renseignement, il y a tous ces éléments humains importants, mais il y a aussi essentiellement maintenant la puissance de feu. La puissance de feu la plus remarquable, la plus forte, sera gage de la victoire. Voyons maintenant la conception de la bataille telle qu'elle est en cours avec cette évolution générale. Tout d'abord, pour Turenne, c'est la prédominance de la cavalerie. Elle doit faire un tiers de l'armée et elle devrait emporter la décision en terrain de pays plein et découvert. Ce sont les mots de Turenne. Dans le courant de la bataille, une fois les mouvements d'approche réalisés et le choix le meilleur pour la bataille, du meilleur endroit pour la bataille, eh bien, le choc reste toujours selon les mêmes principes, formation en ligne, on avance, l'armée en face de l'autre, et on monte à l'assaut. L'infanterie est entourée des cavaleries qui sont sur les ailes, l'artillerie, qui est toujours en avant, est protégée par la cavalerie. L'issue de ces chocs est souvent indécis. Ce peut être simplement l'usure d'un belligérant, le repli, c'est rarement la destruction. L'armée se débande, les chefs, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent plus rameuter leurs hommes. Bon, la bataille est finie, il y a pu y avoir des morts sur le terrain, mais en général, l'armée n'est pas détruite, elle fuit, la cavalerie ne poursuivra pas l'armée en déroute parce que la cavalerie n'est pas suffisamment nombreuse pour s'imposer, elle risquerait une contre-offensive en quelque sorte. Donc en général, les batailles tournent court. Voilà la raison pour laquelle on va préférer les batailles assises, en siège, qui permettraient d'obtenir une décision plus totale, en détruisant vraiment la puissance de l'armée adverse. Alors nous avons Turenne, bien évidemment, nous avons la stratégie de Louvois, et nous avons une troisième étape, c'est la stratégie de Vauban. La stratégie de Turenne, dans la conduite de la guerre, elle est exposée, elle est mise au point dans la campagne de Flandre en 1654-1656, c'est la guerre contre les Espagnols.
environ 3 à 4 sièges par an, le général recherche la bataille. C'est une guerre d'offensive. Il s'agit de conserver un maximum de troupes, d'en mettre un minimum pour tenir les villes et les places. En général, on se débarrasse des plus mauvaises. L'armée est mobile. Elle doit être à moins de 3 lieues de l'ennemi pour se jeter sur lui s'il lui prenait envie d'entreprendre un siège. Mais cette armée doit être bien retranchée dans des camps soignés, repérés à l'avance, bien organisés. Turenne sait que le confort du soldat est garant de sa valeur combative et de son moral. Turenne dira à Condé à cette époque: faire peu de sièges et donner beaucoup de combats. Quand vous serez maître de la campagne, les villages vous vaudront des places. Mais on met son point d'honneur à prendre difficilement une place forte, bien plus qu'au moyen de conquérir aisément une province. Si le roi d'Espagne avait mis en troupe ce qui lui a coûté d'hommes et d'argent à faire des sièges et à fortifier des places, il serait aujourd'hui le plus considérable des rois. Turenne a, pourrait-on dire, la conception d'une blitzkrieg. Les guerres sont donc pour lui faites de mouvements et donc de renseignements. Il faut savoir où est et ce que fait l'ennemi. Mouvements qui sont essentiels pour précéder, comme préliminaire de la bataille, non pas pour elle. Il faudra donc des petites unités tactiques, rapides, pouvant créer la surprise et la débandade, mais pas la destruction, comme on l'a dit, chez l'ennemi. Cette guerre pourra alors être menée par tous les temps. La campagne d'hiver, pendant la guerre de Hollande, que Turenne va mener, 1674-1675, va prendre complètement à contre-pied l'ennemi. Ça fait partie de la surprise. Cette conception de Turenne est une conception très nouvelle. Les guerres du Moyen-Âge étaient des guerres plutôt statiques. Rares étaient les généraux à utiliser l'armée en race campagne en surprenant l'ennemi par sa rapidité. Ce sera le cas, cependant, de Sainte Jeanne d'Arc à Patay, qui va surprendre complètement les Anglais. Ils laisseront 10 000 hommes sur place, les Français, quelques dizaines. C'est aussi l'usage de l'artillerie en race campagne qui a été facteur du succès de Jeanne d'Arc. Là aussi, c'était une surprise. L'artillerie était jusque-là utilisée contre les murailles, donc les villes, les fortifications. Turenne est dans cette perspective, guerre de mouvement, guerre de rapidité, et on pourrait presque dire une guerre d'imagination. Mais Turenne disparaît tout au début du règne personnel de Louis XIV. Il est remplacé alors par Louvois. On a vu comment c'est au Conseil du roi que l'on finit par mener la guerre, les généraux n'étant plus que des tacticiens, instruments du secrétaire d'État à la guerre. C'est Louvois. Louvois met sur pied ce qu'on appellera l'opération dégâts. Il s'agit de terroriser l'adversaire en détruisant le potentiel général, c'est-à-dire économique, du pays que l'on a conquis. Louvois va remarquer qu'à Magdebourg, en 1631, la soldatesque avait complètement dévasté la ville et il s'était rappelé aussi que au XVIe siècle, on avait eu ces interventions de terre brûlée
en particulier dans le sud de la France, qui avait pu empêcher l'invasion par les impériaux. D'où l'idée de systématiser ces opérations dégâts. La première opération de ce genre date de 1674, c'est dans le Palatinat que Louvois mène un travail de destruction systématique à Heidelberg, par exemple. Les sapes des pionniers français vont entièrement détruire la ville et en faire un tas de ruines absolument impropres à tout usage après cette opération dégâts. Les villages sont brûlés pour empêcher que les impériaux vivent sur le pays et puissent avancer. En 1689, cette tactique sera renouvelée et amplifiée par Louvois. Alors, des pillages, des destructions, il y en a toujours eu dans toutes les guerres. Là où c'est nouveau, c'est que ça devient une tactique, qu'elle est systématisée et qu'elle est commandée par les chefs, commandée par le Conseil du roi. Ce ne sont plus les débordements des troupes de base, cette propension au pillage, à la destruction, est utilisée maintenant d'une façon raisonnable, presque rationnelle. Cela a beaucoup scandalisé. On a dit que c'était digne du Grand Turc. Il y a eu l'indignation, en particulier, de l'électeur du Palatinat. Nous rentrons dans une conception d'une guerre qui est totale. Ça va évoluer très lentement. Il faudra vraiment attendre les guerres révolutionnaires et les guerres du XIXe siècle pour voir un engagement alors de la nation et de toutes les forces vives de la nation, tous les moyens techniques, économiques, en plus de militaires. On pourrait presque dire que la première grande guerre contemporaine générale de ce style, où finalement il n'y a plus de civils, il n'y a plus de militaires, mais il n'y a que des ennemis, c'est la guerre de sécession entre le sud et le nord des États-Unis. Troisième stratégie, celle de Vauban. Vauban en brise, bien sûr, avec cette opération dégâts, mais aussi avec la tactique du mouvement de Turenne. Vauban, c'est la tactique de conduire des attaques sur des choix objectifs désignés en vue du précaré, donc en vue des frontières. Il ne s'agit pas d'envahir le pays étranger, il s'agit de dessiner au mieux la frontière idéale qui protégera la France et qui la rendra indemne de toute invasion. Sur le plan civil, Vauban considère aussi qu'il est idiot de conquérir un tas de ruines. Il faut conserver une ville en état de fonctionnement économique et donc éviter au maximum les destructions. Ainsi, par exemple, la ville de Cambrai, en 1677, une fois la brèche faite dans ses murailles, on propose la reddition. Ville épargnée, la citadelle se rend, les soldats ennemis sont d'ailleurs libérés, ils reçoivent les honneurs de la guerre. La population est alors quasi indemne, intégrée dans le potentiel du vainqueur. La garnison, finalement, est bien contente de ne pas avoir subi les affres d'un siège, famine, blessures, morts, être prisonnier, et les vainqueurs ont économisé leur homme. C'est plus une guerre d'économie, c'est plus une guerre économique même qu'une vraie guerre militaire. Tous les camps, d'une certaine manière, seront gagnants. Alors pour cela,
On établit des tranchées soigneusement qui progressent vers la citadelle assiégée en lignes parallèles qui sont reliées par des boyaux en zigzag pour éviter les tirs d'enfilade. Si vous voulez, on pourrait schématiser ainsi. À la ville qui est assiégée, n'est-ce pas, qui est entourée, eh bien, on établit des tranchées qui sont de plus en plus proches et les boyaux pour en zigzag évitent le tir d'enfilade des canons qui sont dans la citadelle. Et plus on approche, plus le tir se fera précis et les assiégés seront de moins en moins capables de s'échapper. On évite les sorties par les sapes, les contre-mines. On met sur pied un bombardement efficace avec des obus qui n'explosent pas au premier impact, mais qui ricochent. C'est à Philipsbourg et à Ath, en 1688, que sont mis au point ces boulets qui ont une charge moitié moindre. De cette manière, en particulier, on peut faire des ravages dans l'infanterie et dans l'artillerie ennemie. En particulier, il y a ces duels d'artillerie entre les canons des deux armées opposées et qui peuvent s'autodétruire de cette manière. Quelle est la longueur du siège? Nous avons l'exemple de Luxembourg par le maréchal de Créqui en janvier 1684. Premiers travaux d'approche, les armées, une armée de couverture, investissent les campagnes progressivement. Il faut 30 000 hommes pour assiéger avec efficacité une ville importante comme Luxembourg. Janvier, mai, ce sont les tranchées que l'on établit et la contrevallation, début du mois de mai, le 27 mai, les armées disposées autour de la citadelle lancent l'assaut. Il est très court. Au bout de 4 jours, c'est la capitulation. On dira, ville défendue par Vauban, ville sauve, ville assiégée, ville prise. Évidemment, la puissance de feu va jouer un très grand rôle. Elle sème, bien sûr, la destruction, mais aussi le désordre, la peur chez les adversaires. Voilà la tactique que Vauban expose, réalise de cette manière. Voyons maintenant la question de la stratégie, des opérations dans toute leur ampleur et comment la guerre est menée depuis le Conseil du Roi. Quand je dis voyons maintenant, concluons maintenant.
Ce qui est certain, c'est que il y a une prudence qui est utilisée communément. On ne veut pas aller jusqu'au bout de ses arguments militaires. Turenne saura peser sur Louis XIV pour arrêter, par exemple, la guerre de dévolution. En octobre 1667, il s'agit d'éviter une guerre européenne. La Hollande propose un arrangement. Elle veut éviter d'avoir la France juste à sa frontière. On peut le comprendre. Louis XIV saute sur l'occasion. Je vous renvoie là au résumé des opérations militaires que je vous ai transmis par mail. Les guerres n'iront donc pas jusqu'au bout de leurs possibilités. On ne demandera pas la capitulation sans condition. Les guerres sont matinées de négociations et les négociations de conflits. Et puis, lorsque chaque belligérant trouve son intérêt, on arrête, on signe, la guerre est finie, chacun retourne chez soi. C'est une conception tout à fait différente des guerres contemporaines depuis la Révolution. Quelques mots maintenant, si vous le voulez bien, sur la marine. Alors la marine de Louis XIV, c'est la marine aussi de Colbert. Son évolution est liée aux transformations fondamentales du XVIIe siècle. Bien avant Colbert et Louis XIV, il y a la politique navale de Richelieu, grand maître, chef et surintendant général de la navigation et du commerce en 1626. Richelieu a médité lors du siège de La Rochelle. La flotte royale aurait rendu les grands travaux pour bloquer le port inutiles, et en particulier la digue qui dut s'imposer pour empêcher que les bateaux anglais ne viennent ravitailler les Rochelois protestants. Mais la France n'a pas de navire de guerre, n'a pas de flotte de guerre à cette époque pour rivaliser avec l'Angleterre ou l'Espagne, et a fortiori avec la Hollande. Donc il faut une flotte, un budget s'ensuit, la marine permanente est créée. Elle est créée sous Richelieu, il y a des efforts qui, cependant, sont réduits à néant par la Fronde, essentiellement, les occupations qui ont empêché Mazarin de continuer l'œuvre de Richelieu. En 1669, cependant, on va en quelque sorte nationaliser la marine en supprimant les amirautés et en confiant l'ensemble de la question à l'inévitable Colbert. Un secrétariat d'État à la navigation est mis sur pied le 12 novembre. L'amiral de France demeure, c'est un titre purement honorifique. C'est d'ailleurs le comte de Vermandois qui est amiral, mais ça n'est qu'un enfant. En même temps, un grand programme de construction est mis sur pied. Il sera mené par Colbert et Seignelay, son successeur. En 1661, il y a 20 navires. En 1683, il y en a 250. La marine a été multipliée par 12.
Seignelay est depuis 1672 le principal responsable de cette mise en ordre, cette création et cette mise en ordre de la marine française. L'année charnière, c'est 1669. Colbert a repris les plans de Richelieu. Il y a eu une lente préparation, un développement depuis 1626. Richelieu, d'ailleurs, n'est pas vraiment pionnier, puisque c'est Henri de Montmorency, le dernier amiral, qui avait mis sur pied ce plan de création d'une marine nationale. Henri de Montmorency était une forte personnalité. Richelieu, ayant capté les pouvoirs de grand maître de la marine, il a centralisé dans ses mains les amirautés en 1632. Avec l'aide de 2 secrétaires d'État, ses agents de transmission, il va tout faire pour construire des bâtiments, recruter des équipages, les équiper. Colbert prendra exactement ces idées chez Richelieu. Le marquis de Villette rapporte dans ses mémoires les propos de Valincourt. Quand il s'agissait d'une affaire importante, le feu roi disait souvent « Voilà Colbert qui va nous dire « Sire, ce grand cardinal de Richelieu ». C'est vrai pour la marine. Je ne faisais que pourvoir la carrière dans laquelle le cardinal de Richelieu était entré, dira encore le testament de Louis XIV. Bon, dès avant l'année charnière, 1669, nous avons une pratique qui se met en place. En 1660, les affaires financières de la marine sont captées par le contrôle général, mai et novembre 1660. Fidèle à sa pratique, Colbert lance une grande enquête, un inventaire des navires par les officiers d'amirauté. C'est par un arrêt du Conseil royal du 21 avril 1664. Louis XIV écrit à Vendôme, qui est le grand maître, nouveau grand maître de la marine. Mon cousin, c'est le 31 décembre 1665. Mon cousin, dit Louis XIV à Vendôme, ayant ordonné au sieur Colbert de continuer à prendre soin de toutes les affaires de la marine, je vous fais cette lettre pour vous dire que mon intention est que vous lui donniez dorénavant entière créance sur tout ce qu'il vous écrira de ma part sur cette matière. Par règlement du roi, Colbert obtient tout pouvoir sur la marine en 1667, même si les affaires sont signées par Hugues de Lionne. Il y a donc une correspondance étroite entre eux deux, ce qui nous permet d'ailleurs de mieux mesurer, de mieux connaître le développement de cette marine sous Colbert. En mars 1669, un règlement concernant les détails dont M. Colbert est chargé comme contrôleur et secrétaire d'État ayant le département de la marine achève d'accorder tous les pouvoirs au contrôleur général. 7 mars 1669. À partir de ce moment-là, Colbert a vraiment les pleins pouvoirs en matière maritime. D'ailleurs, l'amiral de France, Beaufort, disparaît à Candie contre les Turcs 3 mois plus tard, le 25 juin. C'est une bonne disparition parce que là, vraiment, Colbert est totalement libre de faire ce qu'il voudrait. Le 12
novembre 1669, un édit de Louis XIV fait remplacer l'amiral par le grand maître, accorde provision, patente et règlement des pouvoirs, fonctions, autorités et droits de la charge d'amiral de France. Le roi crée 468 offices de l'amirauté pour constituer une première administration maritime. Donc entre septembre 1648 et 1650. Le règlement de 1669 légifère la justice, les amendes en matière maritime, sur le commandement des armées navales, sur les finances de la marine, remet la nomination des officiers de guerre et de finances au roi, et puis on a donc à cette époque 2 vice-amiraux. Au Ponant, c'est d'Estrées, au Levant, c'est Tourville. Trois chefs d'escadre sont aussi créés à cette époque. Toute une administration se met en place. Vous avez des commissaires généraux dans 3 ports. Brouage, créé par Richelieu, c'est sur la côte atlantique. C'est pour faire concurrence à La Rochelle. Ce ne sera pas d'ailleurs une réussite. Brest, Le Havre. Ces 3 commissaires généraux existaient déjà en 1631 et ils sont la première version des intendants de marine. Les intendants de marine sont multipliés à Toulon, Louis Testard de la Guette, à Rochefort, Colbert du Théron, en 1669, qui reçoit le premier le titre de intendant général de la marine du Ponant. Brest, 1674, Le Havre, 1680. Donc il y a ces intendants qui vont assurer l'organisation de la marine dans les ports, le développement de la marine dans les ports. L'intendant a prééminence sur le commandant de la marine, et ça durera jusqu'en 1800. Le commandant de la marine s'occupe des affaires militaires. L'intendant s'occupe de tout ce qui concerne ravitaillement, technique, recrutement, discipline même. Donc, on voit l'importance, une nouvelle fois, des civils dans l'administration, en l'occurrence militaire et navale. Ce sont des personnages considérables que ces commissaires généraux devenus intendants de marine. Il faudra pour eux des capacités techniques nécessaires pour tenir tête aux militaires qui sont spécialistes de leur tâche, n'est-ce pas? Une tâche qui est souvent technique, et un personnel qui va être fourni aux côtés de ces intendants de marine, commissaires, contrôleurs, écrivains, gardes, magasiniers. Tout ce personnel est décrit dans l'ordonnance sur la police des ports et des arsenaux du 6 octobre 1674. C'est en 1669 aussi que l'on crée un munitionnaire général de la marine
qui aura la haute main sur les fournitures et sur les vivres. Les capitaines, eux, gardent un pouvoir sur le recrutement, l'entretien, le paiement des équipages. La législation s'est multipliée dans la décennie suivante. On peut dire qu'elle est aboutie en 1689. Il y a de très nombreux textes dans tous les domaines de la marine qui sont variés. 1671, règlement sur la garde et la conservation des ports, arsenaux et vaisseaux. Ordonnance de août 1676, création de pilotes jurés. Règlement de novembre 1673 sur les équipages des vaisseaux. Règlement de avril 1683 sur la fabrication des poudres. Cette législation variée finit par être rassemblée dans une grande ordonnance, c'est ça surtout qu'il faut retenir, du 15 avril 1689. Cette grande ordonnance a repris les législations précédentes, les a modifiées sous le coup de l'expérience. C'est en quelque sorte la charte organique de la marine. Elle demeurera comme telle jusqu'en 1765, ce qui montre qu'elle était spécialement bien conçue. La grande différence avec les Anglais et les Hollandais, c'est que l'administration maritime française est faite par les civils. Chez les Anglais, chez les Hollandais, la grande amirauté est faite uniquement de militaires. La grande lacune chez les Français sera l'absence d'un état-major de la marine. Il n'y a donc pas de commandement unifié, il n'y a donc pas de pensée stratégique. Ceci explique, grosso modo, la raison pour laquelle la marine de Louis XIV va être tenue en échec, malgré ses énormes efforts de constitution, d'armement, et malgré aussi, finalement, une bonne capacité humaine. Les équipages des navires du roi pouvaient être fournis abondamment. Alors, on a modifié la vie de ces marins dans le recrutement. Le recrutement des officiers est remis au roi. Un mémoire de Colbert, qui n'est pas daté, préconise cette mainmise royale. Autrement, dit-il, les officiers échapperaient à l'influence royale. C'est donc le modèle, n'est-ce pas, de la marine, pour la marine, que de l'armée de terre. Une ordonnance porte qu'aucun officier de marine ne sera reconnu à moins qu'il ne soit pourvu par Sa Majesté le 22 novembre 1669. Les commissions de chaque officier seront donc vérifiées scrupuleusement à partir de cette époque. Donc, tous les officiers seront comme homologués et les nouvelles commissions seront accordées directement par le roi. Il faudra avoir ces commissions royales pour pouvoir recevoir sa solde. La nomination des officiers ne se fera pas sans l'avis des intendants et des commissaires généraux. La sélection va donc être sévère. À partir de 1669, on va repasser en revue tous les officiers alors actifs dans la marine et on éliminera ceux que l'on jugera incapables, trop vieux, déficients, inhabiles.
Les enseignes de vaisseaux. 136 sont confirmées, 60 sont éliminées. Les lieutenants de vaisseau, 124 confirmés, 64 éliminés. Les capitaines de brûlot, 28 conservés, 16 éliminés. Les capitaines de frégates légères, 14 conservés, 13 éliminés. Et les capitaines de vaisseau, 58 seront conservés. On ne sait pas le nombre qui a été éliminé. Quant aux équipages, on va les organiser dans chaque port, régler leurs paiements et faire le point des effectifs à disposition à partir du 1er janvier 1670. En fonction, on va recruter des soldats, des marins, soldats parce que ce sont des militaires, marins parce qu'il faut manier des bateaux, sont mises sur pied la compagnie des gardes du comte de Vermandois, destinée à recevoir 200 nobles recrutés sur terre et qui avait deux localisations à Toulon et à La Rochelle. Cette compagnie des gardes du comte de Vermandois était chargée de fournir les cadres de la marine. Ce sera d'ailleurs un échec très rapide pour cause d'indiscipline, ça ne nous étonne pas. Alors, seront créées un peu plus tard 3 compagnies de garde qui vont fonctionner à Brest, à Rochefort et à Toulon de façon très satisfaisante. Le nombre des officiers de vaisseau va augmenter considérablement. En 1676, 400. En 1692, 1000. En 1789, par comparaison, 1657. Il n'y a que 20 ans, même pas, entre ces deux dates, et vous voyez qu'on a rajouté près de 600 officiers. Il y a presque un siècle entre ces deux dates, on a rajouté à peu près le même nombre d'officiers. Les officiers généraux, c'est l'amiral de France, donc le comte de Vermandois, fils de Louis XIV et de La Vallière, qui est né en 1667, le comte de Toulouse, aussi un fils de Louis XIV et de la Montespan. Sous les amiraux de France, vous avez le général des galères, le duc de Maine, frère de Toulouse, le vice-amiral des mers du Ponant, c'est Jean d'Estrées, 2 ou 3 lieutenants généraux des armées navales, qui deviendront 8 en 1715, 3 ou 4 chefs d'escadre, qui deviendront 11 en 1715. Les officiers supérieurs nommés par le roi, c'est 60 capitaines de vaisseau. Les officiers subalternes, des lieutenants et des enseignes de vaisseau, donc le nombre n'est pas connu. Et puis en dessous, nous avons donc les capitaines de brûlot, les lieutenants de frégate ou de flûte, et les capitaines de frégate, ces derniers étant des roturiers. Tous les autres, normalement, tous ces officiers de la marine font partie de la noblesse. Le recrutement des soldats, des équipages et des cadres va rencontrer des difficultés. Traditionnellement, c'était les protestants qui fournissaient. On se rappelle par exemple Duquesne, qui meurt en 1688. La Rochelle, l'île de Ré, d'Oléron, Dieppe, la Tremblade étaient traditionnellement des terres produisant des équipages du roi. Mais évidemment, ces protestants se font tirer l'oreille maintenant pour servir dans la royale. Alors il va falloir recruter
dans d'autres ports, dans d'autres régions. La clientèle, elle existe. Les officiers peuvent être clients d'autres officiers dans la marine. On sait que Madame de Maintenon avait une clientèle assez fournie dans la marine du roi. Villette-Murcey, Saint-Hermine, La Roche-à-Lard sont des parents de la Maintenon. On verra Tourville, protégé par Condé, Château Renaud, filleul du duc de Beaufort. Donc, les clientèles se cooptent et assurent un certain recrutement des cadres dans la marine. Pour les équipages, les difficultés sont grandes. On a cherché à recruter à partir de 1662 des marins de métier qui seraient fournis par des paroisses maritimes. Comme le recrutement a fait un peu long feu, on a recensé les marins de Saintonge en 1665, décembre 65, puis surtout le Ponant, c'est-à-dire les côtes atlantiques, en août 1666. On met sur pied, en septembre 1668, les classes de Rochefort. C'est-à-dire qu'il y a 3 classes qui roulent alternativement. 3 classes, c'est-à-dire 3 équipages pour 3 années. 1 an sur vaisseau, 2 ans sur vaisseau, sur navire, mais dans la marine marchande. Ainsi, ces équipages servent 1 an auprès du roi, mais en même temps sont employés et peut-être peuvent avoir un profit plus important dans la marine marchande. En fonction de cela, les instructions sont données aux gouverneurs et aux lieutenants généraux de Normandie, de Bretagne, de Poitou, de Saintonge en septembre 1669. Donc, recenser les marins, constituer des classes et finalement pouvoir avoir une réserve qui permettra de faire tourner les navires du roi. Il faut 300 hommes pour faire un équipage. En Bretagne, pour donner une idée, on recrute, on recense 3000 hommes. Ça fait 10 équipages. Ça fait 3 bateaux. C'est pas énorme. Alors il y a la possibilité de forcer. C'est ce qu'on appelle la presse. La presse est très impopulaire. En fait, elle produit la fuite des marins vers l'étranger. On l'avait déjà expérimenté en 1629-1640. Les marins fuyaient vers la Hollande. En 1645, vers l'Espagne, vers l'Angleterre. On va multiplier les ordonnances. Il y en aura 8 en 1645, et il y en aura une en 1658, une autre en 1658. Ces marins français qui ont fui à l'étranger sont considérés comme des repris de justice. Pour les faire revenir en France, on donne une amnistie générale dans les 3 mois, le 20 février 1667. Mais cette amnistie ne signifie pas une liberté totale. Les marins français émigrés à l'étranger, profitant de l'amnistie pour revenir, seront invités à rester en France. L'émigration est interdite, sous peine de confiscation des biens, le 19 janvier 1668. Il faut signaler cette mesure, car la mesure de la révocation de l'édit de Nantes est très semblable que cette interdiction d'émigration pour les marins. Il est interdit de s'établir à l'étranger. En août 1669, c'est un édit. Il est fait obligation aux officiers d'amirauté
de saisir les Français qui font partie des équipages étrangers qui relâchent dans les ports français en septembre 1669. On voit que le roi cherche par tous les moyens à attirer des équipages sur ses navires. Ce sera une réussite malgré ces contraintes parce que on va réussir, on va améliorer la vie du matelot français et ça deviendra vraiment intéressant, on pourrait dire, par les conditions de solde et de vie, que de s'enrôler dans la Royale. D'autant plus que la formation est assurée, sérieusement, avec des écoles de canonnage en Brest, Rochefort, Toulon, 4 à 6 mois, en janvier 1668, des collèges de la marine où on apprend le pilotage, le commerce, les mathématiques, à Bordeaux, à Saint-Malo, en 1667, 1669. Et puis les soldats embarqués reçoivent une formation spéciale. Il y a 2 régiments qui sont fondés en 1669, ce ne sera pas une réussite. Puis des compagnies de soldats gardiens en 1683, des compagnies franches de marine en décembre 1690. Un corps d'artilleurs et d'officiers est mis sur pied en 1669 pour 2000 hommes. La réalisation, d'ailleurs, mettra un certain temps avant d'aboutir en janvier 1684. Tout cela donne idée d'un intense travail de conception, de création, de mise sur pied de la marine, et donc sous l'angle du matériel humain, si on peut s'exprimer ainsi. Bon, le corps d'officiers va réaliser assez bien une fusion entre noble d'épée et noble robin. Beaucoup de ces officiers sont d'ailleurs issus de la marine marchande. Maintenant, il est certain qu'on préférera toujours une noblesse d'épée, une noblesse de race. Nous avons cette circulaire de Pontchartrain du 6 août 1704 qui invite à la recherche de la meilleure noblesse de son royaume. Un mot sur l'équipement. Les constructions navales vont être très développées. Il faut faire feu de tout bois. Et donc c'est le cas avec le programme mis en chantier par Colbert. Un conseil de construction est créé dans chaque port, c'est-à-dire dans chaque arsenal, le 22 mars 1671. Ce conseil regroupe des administrateurs, des maîtres constructeurs et des officiers de vaisseaux et des officiers de port. Un grand programme est établi pour définir le nombre des vaisseaux, leur qualité, leurs proportions. Programme général de 1673. Les officiers de vaisseau devront obligatoirement faire partie d'écoles, recevoir une formation dans les écoles de construction de Brest, de Rochefort et de Toulon en juin 1680. De cette manière, les officiers connaîtront la structure du navire qu'ils sont chargés de piloter.
Alors, ces constructions, elles sont réalisées dans les arsenaux, Brest, Brouage, mais Brouage, je vous le disais, s'envase régulièrement, Toulon, qui est agrandi. Rochefort, Brest, Le Havre et Dunkerque sont créés, ce qui fait donc 7 arsenaux avec une population d'ouvriers et de contremaîtres importante. À Rochefort, il y a entre 4 et 5 000 personnes à travailler à l'arsenal. Il faut une somme impressionnante de matériaux pour construire un navire. Pour un navire de 80 à 100 canons, il faudra rassembler entre 3 000 et 4 000 mètres cubes de bois. « 100 km de cordage, en tout genre, filière, haussière. 2500 à 3000 mètres carrés de toile pour les voiles. 2000 poulies. 120 tonnes de métal. Et une très grande partie de ces matières premières, au début du règne de Louis XIV, viennent de Hollande. Le navire évolue, il va arriver à la perfection du bateau de la marine à voile à peu près à notre époque. Et jusqu'à la fin du XIXe siècle, les navires resteront relativement semblables. Les châteaux disparaissent, le bateau est plus horizontal, moins vertical. On a créé des canons spéciaux pour les armées. On met sur pied le bec d'étrave en volute en 1670, qui s'inspire du maquereau. Les canons sont mis sur les flancs. Des traités d'architecture navale sont publiés par M. Dacier en 1677 et par Pierre Hoste en 1697. Pierre Hoste, théorie de la construction des vaisseaux. Alors, les galères sont de moins en moins construites. Par contre, on a encore des galiotes, des frégates, des flûtes hollandaises. Cet intense travail demande un nombre impressionnant de commissaires de la marine. Ils sont responsables, et effectivement, de 70 qu'ils étaient en 1605. Ils sont 119 en 1619, 83 en 1627, 24 en 1669. Cette réduction des commissaires de la marine s'est voulue dans un souci d'efficacité. Moins de commissaires, plus d'efficacité, parce que plus de professionnalité. Les commissaires de l'artillerie, à la mer et dans les ports, qui datent de 1586, sont aussi près d'une centaine au XVIIe siècle. Les commissaires et les intendants de la marine, l'équivalent des intendants aux armées, créés en 1627, reçoivent des lettres de commission précises à partir du 12 novembre 1669. On les appelle les intendants de justice, police, finance de nos armées. Au port et sur les vaisseaux, ces intendants peuvent se trouver. Ils contrôlent les subsistances, les soldes, les constructions,
Ils commettent les officiers des constructions, les écrivains établis sur les bateaux pour tenir à jour le ravitaillement général, paiement et répartition des hommes et des officiers, pour veiller à leur instruction militaire, aux revues, recevoir les plaintes, ordonner les enquêtes sur les crimes, la direction entière de tout achat et faire observer les règlements. Donc les commissaires, les intendants de la marine ont des représentants sur chaque navire. L'intendant est premier sur le chef d'escadre par ordre du roi du 12 mars 1668. Donc, premier sur le chef d'escadre pour toutes les questions de police, justice, finance et toutes les questions à terre, lorsque les marins donc, ne sont pas embarqués en mer. Et donc, des instructions sur les attributions de ces commissaires généraux, le 26 novembre 1669, montre que ces intendants doivent tenir les équipages au complet, les nourrir, les payer, tenir le rôle des équipages, la revue de la solde, faire les inventaires des bâtiments, du ravitaillement, surveiller les qualités des équipages pour éliminer tout ce qui pourrait sentir le relâchement ou l'incapacité. Ils s'occuperont aussi du soin des malades et des officiers. On est vraiment là en présence d'une armée directement sur le gouvernement civil, devenue très technique, extrêmement complexe. Une évolution déjà enregistrée dans l'armée de terre, mais encore plus dans cette marine, qui est une armée nouvelle, qui est une armée d'ingénieurs, en quelque sorte. Ce sont des artilleurs, ce sont des équipages qui doivent manier de gros bâtiments, ne pas faire d'erreurs sur la route maritime. C'est autre chose que de perdre une compagnie de dragons à cheval. Donc, la professionnalisation est poursuivie jusque chez les artilleurs de la marine. Un inspecteur des fonderies de canons a été créé en 1671. Dans chaque port, l'ordonnance du 1er mars 1687 a prévu un service de l'artillerie sous la direction de 2 commissaires généraux à Brest et à Toulon, de commissaires dans les ports pour les seconder et en 1702 d'un 3e commissaire à Rochefort. Une école des canonniers dans les ports est établie par règlement le 15 octobre 1676. Nous avons fait le tour de cette marine de Louis XIV. C'est le fondement de la marine nationale d'aujourd'hui. Elle va se poursuivre, s'amplifier sous Louis XV comme sous Louis XVI. Elle connaît des graves difficultés sous la Révolution, nous le savons, nous nous rappelons le désastre de Trafalgar avec l'amiral Villeneuve, mais à cette époque, une tradition maritime militaire française est bien établie. Elle est due, il faut le reconnaître, indéniablement à Colbert, ayant repris des idées de Richelieu, de Montmorency, si on veut remonter plus haut, mais ayant vraiment mis sur pied une administration civile et militaire performante. On peut dire que
comme Louvois est le père de l'armée française, comme Le Tellier, exactement. Le Tellier et Louvois sont les pères de l'armée de terre française, Colbert est le père de la marine militaire française. En ce sens-là, on pourra admirer les réalisations opérées sous Louis XIV, qui, c'est vrai, vont assurer le prestige des armes françaises sur le continent, mais aussi dans les colonies. Et le grand rayonnement de la France dans le monde au XIXe siècle, un grand rayonnement non seulement colonial, mais même culturel, économique, commercial, que ce soit en Afrique, en Orient, en Extrême-Orient, est bien appuyé sur cet intense travail de création de toutes pièces d'une marine et d'organisation solide et sérieuse d'une armée. Nous allons voir maintenant la diplomatie sous Louis XIV, c'est-à-dire les principes de politique extérieure qui ont été utilisés pour les différents traités, comment on aboutit ou non à réaliser les desseins d'établir ce précaré dont parlent Vauban et Louis XIV. Principe de politique extérieure, c'est d'abord la France est l'arbitre du monde. Louis XIV arbitre des princes européens parce que d'abord il est très chrétien, il est fils aîné de l'Église, c'est un avantage indéniable. Ensuite parce que la France est à cette époque la première puissance d'Europe après la terrible guerre de 30 ans, la victoire sur les Espagnols, le fait que Hollande et Angleterre sont en rivalité maritime, que l'Espagne et le Portugal sont en décadence, et que l'Empire reste toujours tiraillé entre deux fronts, l'Allemagne d'un côté et puis les marches qui sont menacées par les Ottomans et le seront jusqu'au tout début du XVIIIe siècle. Donc le roi de France a une position privilégiée au centre du continent pour être l'arbitre né de tous les conflits et pour en profiter pour faire avancer ses pions. Spanheim, ambassadeur de Prusse à Paris à cette époque, fait cette remarque, sa vue du roi, de demeurer arbitre des affaires de l'Europe, d'en prescrire les conditions et d'en usurper les droits, d'y donner la loi quand il lui plaît, sans qu'on soit en droit d'y trouver à redire ou en état de s'y opposer, est une réalité. Dans ses instructions à l'ambassadeur Créqui à Rome, en 1662, Louis XIV reconnaît cette réalité d'un roi de France, premier souverain du monde, avant même le pape. La France peut beaucoup mieux se passer de la faveur de Rome que les papes ne peuvent se passer de l'affection et du respect du roi et de son royaume, lequel en tout temps, mais particulièrement en celui-ci, est sans contredit le pôle principal sur lequel roulent tous les intérêts de la chrétienté et de tous ses princes. Il fait la comparaison, l'empereur est électif. C'est un désavantage certain par rapport à la succession en France. Et tous les princes allemands, donc, qui sont sous la dépendance de l'empereur, sont tous, quelle que soit leur force militaire, économique, culturelle même, sont tous inférieurs au roi de France. Les rois étrangers doivent faire reconnaître leur souveraineté. Le roi, dans cette situation, a peu d'égaux et a beaucoup d'inférieurs. Louis XIV a-t-il voulu régner universellement, remplacer finalement l'empereur, être le chef des princes, le chef de tout pouvoir temporel, tout comme le pape est le chef de tout pouvoir spirituel? On a pu le croire, parce qu'en avril 1657, le roi de France a envisagé de se présenter comme candidat à l'Empire, candidat au trône impérial à la mort de Ferdinand III, avril 1667.
La diplomatie de Mazarin était alors dressée contre les Habsbourg, l'Autriche, et s'appuyait sur les libertés allemandes. Contre les Habsbourg, l'élection d'un roi de France aurait restauré la liberté de vote, on pourrait dire de choix, parmi les électeurs de l'empereur. On aurait assuré une paix durable, car les deux outsiders du roi de France, Léopold Ier et Charles IV, risquaient de renouveler une guerre impériale, une guerre interne à l'Empire. Léopold Ier, parce que son catholicisme fort aurait bien pu remettre la main sur les biens sécularisés par les protestants. Charles IV, parce que depuis l'Allemagne, il aurait pu vouloir pacifier les Provinces-Unies en agitation depuis 3/4 de siècle. La France serait obligée d'intervenir et la guerre, alors, recommencerait dans le centre européen. Donc l'élection de Louis XIV pouvait se présenter comme garantissant la paix chèrement acquise au traité de Westphalie. Louis XIV se présentait comme originairement allemand, c'est un franc, la France étant une nation sœur des Allemands et un roi tolérant, ce que ne peuvent pas prétendre être les Habsbourg et surtout pas les Espagnols papistes. Cependant, Louis XIV ne se présente pas finalement. Mazarin change ses plans parce qu'il réalise justement que le roi de France est trop puissant pour pouvoir être élu. Le jeu de l'équilibre entre les différents princes européens jouera en sa défaveur. Louis XIV, premier prince, premier souverain occidental, ne pouvait pas espérer être propulsé à la tête du trône impérial, ce qui aurait accru démesurément son influence et sa puissance en Europe. Il retira donc sa candidature avant même de l'avoir posée. Donc le mythe du royaume universel s'éteint dès le début avec cette fiction d'une candidature impériale. Les annexions. Les annexions, c'est un donc troisième principe. Le roi arbitre, le roi très chrétien arbitre du monde, mais sans volonté de régner sur le monde, par contre, avec le désir très marqué d'annexer les terres nécessaires à la sécurité française et à la gloire du roi. Cette contribution à la gloire de la France, à la gloire de la France royale, est réalisée par l'annexion si celle-ci est juste. Ce sont des satisfactions comme des dommages de guerre, pour réparer les offenses reçues. C'est ainsi que cela est présenté dans les mémoires de 1665. Ça peut être un droit de conquête. C'est le cas de la Lorraine en 1670, que Louis XIV présente ainsi dans ses mémoires et instructions pour servir dans les négociations et affaires concernant les droits du roi de France. Donc on n'hésitera pas devant les annexions pour arrondir le territoire de la France. Cette supériorité du roi de France, premier souverain d'Europe, ne l'autorise pas pour autant à intervenir dans les affaires privées internes au royaume. Il refusera, par exemple, la proposition de l'ambassadeur de Pologne de soutenir le roi de Pologne pour se libérer de veto et du pacta conventa qui grève la vie politique polonaise. Louis XIV tergiverse pour soutenir les révoltés intérieures, les révoltés dans les royaumes contre leur souverain légitime. Certes, il va envoyer de l'argent en Hongrie, il va soutenir Tekeli, puis Rákóczi, il va soutenir les Siciliens en 1665 contre l'empereur.
Mais Louis XIV n'aime pas faire le jeu du désordre. Je vous ai déjà fait connaître mes sentiments sur les mécontents de Hongrie, dit-il en 1675 à l'ambassadeur de Pologne. Bien que je crusse tirer quelque utilité de nourrir l'inquiétude que l'on peut en avoir à Vienne, ce n'est pas jusqu'au point de vouloir soutenir par une grande dépense une guerre aussi peu réglée que le sont d'ordinaire celles qui sont appuyées seulement sur une révolte de peuple. L'absolutisme de Louis XIV lui fait un principe de refuser de soutenir la subversion interne au royaume. Louis XIV ne se prononce pas non plus sur la légitimité des souverains, sauf pour les Hollandais. Il considère, écrit-il à Lyon en 1669, que ce sont des marchands usurpateurs et que ce n'est donc pas à eux de décider souverainement des intérêts des deux plus grands monarques de la chrétienté, en l'occurrence l'empereur et le roi de France. Maintenant, il reste assez en retrait par rapport à la police religieuse exercée à Genève par les calvinistes, dans la ligne droite de Calvin et de Théodore de Bèze. Dans l'affaire des chapelles, en particulier en 1679. Il ne se prononce pas sur la légitimité des régimes. Il constate seulement que les régimes républicains sont des régimes déficients. La non-observation des traités y est plus à craindre que dans d'autres monarchies ou aristocraties. On ne peut pas compter en effet sur l'honneur qui tient la parole des princes. Il n'y a pas d'honneur, dit-il dans ses mémoires en 1666 pour le dauphin, il n'y a pas d'honneur dans ces régimes démocratiques. Il remarque que ces régimes sont guidés par le profit, l'intérêt. Ils ne manqueront jamais de nous rechercher toutes les fois qu'ils croiront y voir quelque profit et ne balanceront jamais à nous quitter dès lorsqu'ils trouvent quelque danger à nous suivre. Dans ces régimes démocratiques ou républicains, on a grande difficulté à garder le secret, il y a trop de têtes, et il y a une instabilité chronique due aux événements qui dépendent du caprice des peuples, écrit-il encore à Lyon le 21 janvier 1666. Voilà les quelques principes généraux de la diplomatie louis XIVienne. Quant à la morale, quant à la religion. Quant à la morale, gardez l'honneur. La parole donnée à Guillaume Aiglon de Fürstenberg de le libérer avant de traiter à Nimègue était fermement tenue en 1673. Mais le frère pria Louis XIV de ne pas y être fidèle pour permettre les négociations. Louis XIV s'engage sur l'honneur, par exemple, auprès de la Suède pour qu'elle retrouve ses biens en Allemagne, 1675. Dans son traité avec la Hollande, en 1666, contre l'Angleterre. On reprochera le sac du Palatinat avec toutes ses brutalités. C'est vrai, mais on reconnaîtra aussi que d'autres souverains chrétiens, catholiques même, ont pratiqué, peut-être d'une façon moins systématique, mais malgré tout, dans la même culpabilité, des opérations de destruction semblables. Donc Pierre le Grand en 1707 pour la Pologne, cela dit, c'est vrai que c'est un orthodoxe. Charles XII en Ukraine en 1708, oui, c'est vrai, c'est un protestant. Marlborough en Bavière en 1704, oui, Marlborough est un anglican. Alors, reconnaissons que cette brutalité systématique du sac du Palatinat met Louis XIV en fâcheuse compagnie. Les espions, les gratifications secrètes, tous les États font de même. L'espion n'est pas en lui-même une
profession répréhensible, mais c'est la manière dont on espionne. Je vous renvoie au livre de Lucien Belli, Espions et ambassadeurs. Principes moraux sont donc globalement conservés à quelques petites nuances près. Les principes religieux de Louis XIV, ils vont connaître une évolution vis-à-vis des Ottomans, par exemple. Louis XIV a conscience de défendre la chrétienté. Mazarin enverra un demi-million de livres pour soutenir les armées chrétiennes contre les Ottomans, au Saint-Gothard, à Candie et même à Vienne, le siège de 1685. Alors ça, c'est pas Mazarin, mais c'est Louis XIV. Mais globalement, on continue la politique de François Ier, qui est donc d'avoir traité ces capitulations avec la Porte. La Porte, c'est l'Empire ottoman. Pomponne, Beauvilliers, le duc de Bourgogne, à la fin du règne de Louis XIV, auront quand même des scrupules, mais ça n'arrivera jamais à dénoncer les accords avec les Ottomans. Torcy fait ce témoignage. Louis XIV, en 1710, parla pour lors des scrupules de Monsieur le duc de Bourgogne et ne loua pas la manière d'attirer la conscience, bien ou mal, à toutes les affaires de l'État. Il est très intéressant de voir ce jugement. Louis XIV ne loue pas la manière d'attirer la conscience, bien ou mal, à toutes les affaires de l'État parce que Louis XIV a tendance à distinguer cette morale de l'État et cette morale personnelle, cette morale absolutiste et cette morale ecclésiastique. Vis-à-vis des protestants, c'est l'affaire du siège de Genève, le 28 janvier 1663. « J'ai la passion que je dois pour le véritable culte de Dieu », dit Louis XIV à son ambassadeur Comminges à Londres. Mais je ne crois pas que ce soit sa volonté qu'il soit établi par les armes ou par l'invasion des États d'autrui. Donc le principe est intéressant parce qu'il s'agit de respecter le bien et le droit naturel des autres pays, qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas chrétiens, qu'ils ne soient pas catholiques. En 1668 se conclut la Triple Alliance protestante. Louis XIV évolue alors et cherche à s'entendre avec des puissances catholiques contre ces puissances protestantes. Louis XIV n'abandonne pas ce souci du catholicisme, il l'a toujours eu. Sa Majesté ne peut assez recommander aux sieurs d'Estrades, écrit-il en 1661, le soin de la protection des catholiques et de leur procurer tous les avantages possibles auprès du roi de la Grande-Bretagne. D'Estrades étant ambassadeur en Angleterre. Ce sort des catholiques anglais va l'inquiéter sous Charles II, sous Jacques II. Il laissera toujours l'ambassade de France les portes grandes ouvertes pour qu'une liberté entière d'y venir soit possible, et ça jusqu'en 1697. C'est valable d'ailleurs dans les chapelles d'Angleterre, de Suède, de Genève. Dans l'article 4 du traité de Ryswick, le culte catholique demeure dans les réunions, c'est-à-dire les petits textes, les petites villes qui sont restituées à des États protestants. Ces réunions étaient sous la souveraineté française avec une religion catholique qui avait été restaurée. La révocation de l'édit de Nantes, qui oppose Louis XIV en 1685 aux nations tolérantes accueillant les immigrés et qui donne un côté religieux à la coalition de la Ligue d'Augsbourg contre Louis XIV.
voit Louis XIV écrire à son ambassadeur Chaune le 18 janvier 1690. Il est du devoir d'un bon pape qu'il fasse déclarer à l'empereur et au roi d'Espagne qu'il ne peut considérer cette guerre que comme une véritable guerre de religion, qui ne tend qu'à détruire la nôtre et augmenter la puissance des hérétiques, qu'il est résolu de joindre ses armes spirituelles et temporelles à celles de tous les princes catholiques qui se voudront opposer au progrès des hérétiques. De cette manière, donc, Louis XIV tente de casser cette alliance entre protestants et catholiques contre lui. La religion, on doit le reconnaître, la religion catholique, les conflits de religion sont en quelque sorte récupérés par Louis XIV qui en espère un profit personnel. On est donc en présence d'une morale et d'une religion dans le domaine diplomatique avec des principes qui ne sont pas si clairs que cela. Ce qui dicte avant tout l'action de Louis XIV, c'est l'intérêt royal, c'est l'intérêt du royaume. Un intérêt, on pourrait dire, immédiat, un intérêt matériel. La vision géostratégique. Louis XIV a l'initiative en 1661, les Habsbourg sont affaiblis, l'Angleterre, elle aussi, sort d'une république parlementaire, et il est jeune, il compte sur un effet de surprise. On observait moins ma conduite, dit-il, dans ses mémoires, et son but classique va être de restaurer l'État et d'affaiblir les Habsbourg par l'Espagne, qu'il juge être le point faible de cette dynastie. Par la guerre, donc agrandir ses territoires pour une frontière plus sûre, par des alliances. Il permet que des princes français soient élus en Pologne ou montent sur le trône d'Espagne. Alors, la frontière de la France, le Pré-Carré, c'est la frontière naturelle de la Gaule, en vue d'une pleine et entière sûreté. C'est comme la mer pour les îles anglo-saxonnes, par exemple. Voilà ce qui est en vue. Alors, bon, frontière naturelle, le principe n'est pas invoqué, ou à peine, dans le traité des Pyrénées, face à l'Espagne, même s'il l'est en partie quand même, pour les frontières naturelles, à propos de l'Escaut, nord de la France, qui suppose que l'on garde Valenciennes. Elle ouvrirait toute la châtellenie de Lille et d'Artois à nos ennemis et romprait la barrière naturelle de l'Escaut, dit-il en 1677. Donc, frontière naturelle de la Gaule, oui, c'est un principe qui peut être utilisé, mais qui de fait est rarement mis en avance. L'équilibre entre les États, c'est une vieille idée italienne du XIVe siècle, une guerre entre les cités. La péninsule était divisée entre petits États qui demandaient une politique d'alliance et de balancement, les petits s'unissant contre les plus forts. C'est dans cette perspective que Louis XIV acceptera de mettre la main sur la succession d'Espagne en 1700 et d'abaisser l'Autriche. Ça, c'est un but constant chez Louis XIV. L'expulsion des Espagnols de la Flandre a toujours été, depuis qu'il la possède, le but des rois, mes prédécesseurs, et les miens, dit-il à l'ambassadeur d'Estrades le 6 avril 1663. C'est pour ça que sont prévus des partages en 1668 avec l'Autriche, en 1699 avec l'Angleterre ou la Hollande. Ce qui est certain, c'est que pour la France et pour l'Autriche, de même, l'Europe occidentale et l'Allemagne représentent les intérêts fondamentaux. Les autres théâtres d'opération seront toujours secondaires. Le Rhin, selon Turenne, est pour le repos de la France. Il écrivait cela en 1644. Quand on a tout le haut du Rhin, depuis les Suisses et tenant le bas de même, toute l'Alsace, le Palatinat de ça le Rhin, la Lorraine et le comté de Bourgogne demeurent avec peu de travail possible comme les environs de Paris.
L'armée d'Allemagne en tirerait les contributions, le pays étant un peu remis, et y aurait ses quartiers réglés comme l'armée de Bavière fait dans le Württemberg. Et outre cela, on a toujours l'entrée d'Allemagne par 2 ou 3 endroits les plus beaux du monde. Même si le pays est rendu à M. de Lorraine, il ne pourra pas faire de mal. Même si on a tenu le bas du Rhin, Spire, Worms et Mayence, on ne les a pas conservés car le haut était aux ennemis. Donc le programme, c'est bien de mettre la main sur le Haut-Rhin. Absence d'engagement total contre le Turc après Saint-Gothard en août 1664. C'est aussi un principe de Louis XIV. Il s'agit pour lui de s'occuper de la frontière du Nord-Est. Strasbourg, qui fermera la porte de Kehl, Strasbourg sur le Rhin, 1681. La paix de Nimègue échangeait la Hollande du Sud contre les territoires de défense, 1678. Les frontières de l'Est durables, c'est le deuxième traité de partage de la Lorraine, 1697-1698. Réunir Orange et Barcelonnette, c'est aussi en vue d'aligner logiquement la frontière. Résister à l'empereur qui veut reprendre Metz, Verdun, Toul, la Haute et la Basse-Alsace et la Franche-Comté, c'est là fondamental pour le précaré. Finalement, Louis XIV va, on peut dire, faire quelques erreurs, et cette erreur principale qui est la guerre de Hollande, qui est une agression caractéristique et qui fait que l'empereur va reprendre de l'influence sur l'Allemagne. Les princes allemands vont se méfier à partir de la guerre de Hollande du roi de France. Louis XIV renoncera à annexer les Pays-Bas du Sud à la suite de cette guerre. Les territoires de l'Est de l'Europe, ce sont juste des territoires de guerre secondaires pour affaiblir l'Autriche de Léopold Ier, faire diversion. C'était déjà la tactique de François Ier et de Richelieu. Éviter que l'empereur reprenne puissance perdue à Westphalie en l'obligeant à être toujours gêné par cette guerre contre les Ottomans à l'Est. Voilà Pologne. La Pologne est un terrain aussi secondaire. C'est vrai que reconstituer un royaume fort sous un prince français, Enghien, en 1661, a été envisagé. Mais la Pologne restera toujours un grand pays très difficile à défendre et toujours menacé entre les Germains et les Slaves, et de fait, il disparaîtra au XVIIIe siècle. La Hongrie, brisée en trois, sans espoir d'unification, après la prise de Václav en août 1664, n'est qu'un terrain d'anarchie, et si on soutient les malcontents, c'est uniquement par des subsides, là aussi pour qu'un deuxième front vienne gêner les Habsbourg en 1670. Quant à l'Empire de la Porte, eh bien, la défaite définitive au Kahlenberg en 1686 et la prise de Bude et de Belgrade par Léopold Ier en 1686 et 1689, Kahlenberg, c'est la défaite de Vienne, ont obligé Louis XIV à reprendre la guerre pour soulager cet ami, on pourrait dire, en tout cas cet allié traditionnel depuis au moins François Ier. Voilà les grands axes
de la politique de la diplomatie française. Comment mène-t-on la guerre? Comment fait-on la paix dans l'Europe de Louis XIV? On poursuit les négociations en parallèle avec les hostilités. Et dès que la guerre apparaît difficile, Louis XIV accroît ces négociations. Ça sera le succès d'Aix-la-Chapelle en 1668. Dès que les hostilités nous sont favorables, on les accroît pour pouvoir négocier en position de force. En général, les négociations sont menées secrètement. La coexistence de la guerre et des négociations montre les frontières indécises qu'il y a entre la paix et la guerre. Des guerres couvertes pendant les temps de paix, on en a eu, de 1629 à 1635, en soutenant les ennemis de nos ennemis, en annexant des villes et des terres pendant la paix de Nimègue. C'est la politique des réunions, 1677-1689. Ce ne sont pas des violations de droit, parce que justement, donc, la guerre continue, en partie tout au moins, durant les périodes de paix. À la fin du XVIIe siècle, et surtout au XVIIIe siècle, à ce moment-là, les choses seront beaucoup plus tranchées. Les négociations arrêtent les hostilités en 1711. L'armistice est proclamé avant la paix, en juillet 1712. Maintenant, on doit reconnaître que cet état de guerre demeure cependant endémique. Au XVIIe siècle, après 1635, 12 années de paix suivies sont la plus longue période. Et au XVIIIe siècle, 19 années de paix de suite. Donc on peut dire que la guerre est un phénomène des temps modernes endémique. Alors, on essaye autant que l'on peut d'éviter le poids de la guerre. Dès que les hostilités se sont éteintes, même si la paix n'est pas signée, on abolit les impôts. Le 10e, par exemple, impôt de guerre, est aboli en 1710, puis restauré. Le 10e qui a été imposé en 1710 et, dès que possible, éteint en 1714. En général, on vise à la guerre courte par une préparation méticuleuse. C'était le cas, on l'espérait, de la guerre de Hollande en 1672. La diplomatie doit marcher toujours avant la guerre. L'on sait quand on la commence et l'on en ignore la fin. Rien n'est plus assuré que les malheurs qu'elle entraîne avec elle et que la souffrance des peuples, dit Louis XIV au maréchal de Tallard en 1698. Et donc le roi mourant dira à Louis XV « Préférez toujours la paix aux événements douteux de la guerre et souvenez-vous, mon fils, que la plus éclatante victoire coûte toujours trop cher quand il faut la payer du sang de ses sujets. » Ce qui est de la belle rhétorique, peut-être. La négociation, en tout cas, doit être permanente, car Louis XIV, dans ses mémoires de 1666, dit qu'une guerre ouverte est désastreuse sur l'opinion. Il faut éviter cette mauvaise influence sur l'opinion. Et là, Louis XIV prend la mesure de ce nouveau pouvoir. Et il faut négocier avec lenteur pour éviter les faux pas. Donc, les négociations doivent être permanentes. Il reste aussi encore un peu de féodalité médiévale dans la pratique des négociations. On fera valoir le droit du vassal sur le fief d'un félon, c'est le cas par exemple du duché de Bar en 1699, et on justifiera de cette manière beaucoup des réunions jusqu'en 1683. Les raisons économiques
elle commence à jouer un rôle important pour la guerre de Hollande, indéniablement en 1670. Pour conserver l'île en 1677, la plus considérable des places qu'il possède en Flandre, autant par sa grandeur que par son commerce, dit-il. Alors, eh bien, les ambassadeurs commencent à être permanents. Ils l'étaient d'ailleurs, les ambassadeurs du roi, les nonces, dès le début du XVIe siècle. Mais pour les pays souverains, temporels, là, il n'y avait pas encore de règles définies quant à des ambassades permanentes. Il y a une lente évolution vers leur existence en parallèle avec l'évolution des relations internationales. Il faut attendre le XIIIe siècle pour que les premiers ambassadeurs des Vénitiens voient leurs droits et leurs devoirs réglés. Louis XI n'a pas d'ambassadeur, il a des agents secrets. Ce me semble très mauvaise chose de tenir des ennemis chez soi, dira Comines dans ses mémoires. Donc les renvoyer au plus vite, ne pas avoir d'ambassadeurs étrangers chez soi permanents. La multiplication des ambassadeurs permanents avec la nécessité de traiter pour conserver un équilibre européen, c'est de la deuxième partie du XVIe siècle. Et en France, la mise en place est assurée par des hommes d'église, d'abord parce qu'ils parlent latin, et on négocie encore et toujours en latin jusqu'au congrès d'Utrecht en 1713, et puis parce que ces hommes d'église qui sont nommés par le roi, qui sont titulaires d'office, et par le concordat de Bologne, qui sont vraiment les hommes du roi, sont finalement les plus fidèles, et peut-être plus fidèles que des simples laïcs. Un traité de l'ambassadeur est écrit par Pierre d'Anès en 1561. Conseil à un ambassadeur. Le Conseil d'en haut a morcelé les affaires étrangères entre les secrétaires d'État. L'évolution a été décisive sous Richelieu. Il y avait les deux frères Boutillier qui étaient chargés de la correspondance avec des ambassadeurs et avec des princes étrangers. L'intérêt, c'est que la négociation permet d'être informé de tout et partout. C'est ce que dit Richelieu dans son testament politique. Donc, avec la négociation, non seulement c'est la question de la paix, c'est le maintien de la paix ou la négociation de la paix, mais c'est aussi finalement la connaissance de l'autre, la connaissance de l'Europe. Les traités de droit internationaux vont voir le jour, ainsi que les congrès. Et là, je vous rappelle que c'est le traité de Grotius, de Iure Belli et Pacis, en 1625, qui est décisif. Le premier grand congrès, c'est celui de Westphalie, en 1648. Là, toute la machine diplomatique est montée, machine avec ses fêtes, ses préséances, sa lenteur, la présence de tous, les grands comme les petits princes, les conventions particulières et les traités généraux. Les préséances, d'ailleurs, occasionnent souvent des difficultés. Avec l'Espagne, elles ne seront jamais traitées, tranchées. Qui est le premier du roi du représentant du roi très chrétien ou de Sa Majesté très catholique. Il en sera de même entre Estrades et Watteville à Londres en 1661 et à Nimègue en 1678. Les Hollandais feront bien des embarras quant à ces préséances. Mais bon, c'est une question souvent insoluble et qui dure encore aujourd'hui. Ce n'est pas que des chicaneries. On raconte qu'entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, à la frontière, chaque jour se réunissent des représentants des deux pays autour d'une même table, à la même hauteur, le même nombre de sièges, la même couleur, les mêmes éclairages, la même qualité de papier. Et un jour, si c'est la Coréen du Sud ou du Nord, je ne sais, l'un amena un petit drapeau et le lendemain, les autres un drapeau un peu plus haut et ainsi de suite. Et au bout d'une semaine, les drapeaux étaient trop grands. Pour rentrer dans la pièce, il a fallu légiférer sur la hauteur des drapeaux de la Corée du Sud ou de la Corée du Nord. Donc rien de nouveau sous le soleil. Il est certain que ces questions de diplomatie
offre un certain jeu. Dans les détails, comme dans les affaires graves. Que l'équilibre qui est recherché demande beaucoup de calculs, c'est presque plus un jeu d'échecs qu'un jeu de négociation avec les atouts que l'on a en main. Il est certain que souvent, de négociations ratées vont sortir des guerres, elles, très réussies. Donc vous avez reçu les cartes, les chronologies, un petit résumé sur les guerres de Louis XIV, et avec ces quelques paroles que je viens de vous adresser, vous avez l'ensemble de ce qu'il faut connaître sur Richelieu, sur Louis XIV, pardon, roi de guerre, grand roi, Sa Majesté, le grand roi Louis XIV. Bon, pour finir.